Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un mois déjà qu'elle est élue à la tête de la Haute Cour de justice, une institution restée jusque-là inopérationnelle. Quels sont les défis de Dandy Yamou pour changer la donne? Nous nous intéressions à la question sur Club Média 7 de ce dimanche qui reçoit pour vous mon cher Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Lénaïque. Bonsoir à toutes et à tous. Docteur Eugène Alosoupo, analyste politique aussi. Docteur Eugène Alosoupo, bonsoir. Bonsoir Lénaïque et bonsoir aux téléspectateurs. Et juste en face de vous, Koshimo Rungbadi, journaliste politique. Koshimo Rungbadi, bonsoir. Lénaïque, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. À l'international, le tout nouveau président sénégalais, Diomaye Faye, promet un changement systémique. Et enfin, la semaine écoulée a connu le décès de l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé. C'est le menu de cette émission que nous inaugurons avec la revue de presse hebdomadaire de Marcela Rossi. À la une cette semaine au Bénin, entre autres, le déclassement du seul grand stade, le stade général Mathieu Kérékou. C'est désormais officiel. Les Guépards du Bénin vont faire du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, surnommé le Félicia, la terre d'accueil de leurs deux prochains matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. L'information a été confirmée par Claude Paki, secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Nos deux premiers matchs à domicile programmés pour les 7 et 11 juin 2024, respectivement contre le Rwanda et le Nigeria, seront joués sur le stade Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, déclare-t-il dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Le stade général Mathieu Kérékou est déclassé et il y a nécessité de situer les responsabilités, souhaite Nord-Sud Quotidien. Dans ses explications, Claude Paki a notifié que le stade a été déclassé suite à une mission d'évaluation de la Confédération africaine de football. Cette mission s'est rendue au Bénin après notre match que nous avons livré contre le Sénégal dans le cadre des enquêtes liées au drame survenu lors du match et ayant connu des décès, rapporte le journal. Déjà, le 3 juillet 2023, poursuit Le Matinal, nous avons reçu un courrier nous demandant d'améliorer un certain nombre de choses. Plus tard, le 30 août de la même année, nous avons été saisis officiellement par la CAF du déclassement de notre stade, a-t-il fait savoir. Comme motif, l'instance dirigeante du football sur le continent demandait à la partie béninoise d'améliorer l'état de la pelouse du stade, apporter des réglages au niveau des vestiaires, revoir la qualité de la luminosité des projecteurs, renforcer le système sécuritaire du stade, apporter des modifications au niveau de la cabine de presse afin d'améliorer les conditions de travail des journalistes lors des matchs. Aussi, la CAF a exigé au Bénin de s'offrir un meilleur dispositif sanitaire pour assurer le premier secours pour le traitement des officiels, etc. L'alternance démocratique n'est plus un événement exceptionnel au Sénégal, c'est plutôt la norme, selon la chronique de Saturnin Komlan-Humpé dans l'autre vision. Dans le paysage politique souvent tumultueux de l'Afrique, le Sénégal brille comme un exemple de démocratie stable et de transition pacifique du pouvoir. L'alternance observée régulièrement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest témoigne de la maturité de ses institutions et de l'engagement de ses citoyens envers les principes démocratiques, relève le confrère. Là-bas, où le tout nouveau président a nommé mardi soir au poste de Premier ministre la figure clé de son élection, Ousmane Sonko, promettant changement systémique, souveraineté et apaisement, les citoyens se sentent investis d'un sentiment de responsabilité envers leur pays et sont conscients de l'importance de leur participation à la vie politique, poursuit l'autre vision. Et les quotidiens sénégalais se font l'écho de l'allure et des propos du patron du PASTEF. Je mesure l'importance de la confiance qu'il, le président Faye, a placée en ma personne, aurait-il déclaré sur RTS, la télévision nationale du Sénégal. C'est par là même qu'il annonce la formation du nouveau gouvernement. Et ce sera avec des ministres aux mains propres, assure-t-il dans la source A. Diomaye, qui promet de ne jamais décevoir, fixe le cap. Et c'est parti. Le 2 avril 2024 est aussi retenu comme une journée historique pour le Sénégal, signe l'Axe. Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui entre rupture et promesse. C'est ainsi que le site d'information sénégalais Séné Plus qualifie le discours à la nation prononcé mercredi soir par le tout nouveau chef de l'État. Un message fort pour le 64e anniversaire de l'indépendance. Début de la démaquisation, s'interroge l'éveil au Sénégal. C'était quand même un quart d'heure
propre, de fermeté et d'appel à la cohésion, note BSB le jour. Le président a annoncé d'importantes réformes à venir, promettant de convoquer de larges concertations sur plusieurs chantiers majeurs. La réforme du système électoral, la rationalisation du nombre de partis politiques et de leur financement et l'organisation d'assises regroupant les professionnels du droit pour redorer le blason de la justice et la réconcilier avec le peuple. C'est le démaquillage lancé, salue de son côté grand panel. Dans un élan de rupture, le président a également promis de lutter contre la corruption et l'opacité qui gangrène la gouvernance au Sénégal. Revenant aussi sur les urgences économiques et sociales, le chef de l'État a dit vouloir gagner la souveraineté alimentaire en investissant davantage dans l'agriculture, la pêche et l'élevage. Enfin, note encore ce n'est plus, conscient des immenses attentes de la jeunesse, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé en faire une priorité. L'éducation, la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat restent des défis majeurs que nous relèverons en concertation avec le secteur privé, a-t-il promis, annonçant la révision des mécanismes existants. Pour sa part, le Diali en Guinée note que tout au long de son discours d'une quinzaine de minutes, le jeune président sénégalais a mis en exergue le souverainisme qui lui semble particulièrement cher. Dès l'entame de son adresse, il a rendu hommage aux vaillants résistants, héros célèbres ou méconnus qui, se donnant corps et âme, ont défié l'odieux système colonial et sa prétendue mission civilisatrice. Mais commente le site guinéen, si l'on met de côté cette première salve, on finit par réaliser que le souverainisme que défend Bassirou Diomaye Faye n'est pas le concept creux que certains panafricanistes de circonstance nous vendent via les réseaux sociaux. Aussi, BDF se dresse contre les malversations financières. Les délinquants à col blanc sont traqués, relève Libération. Merci à vous, cher Marcel Arossi, pour ce panorama des canards parus au cours de la semaine écoulée. Place maintenant au débat en plateau, 7 jours au Bénin. Et je démarre avec vous, Dr Eugène Alosukpo. Elle est depuis le 1er mars dernier la présidente de la Haute Cour de justice, succédant ainsi à Cécile Marie-Josée Zézinokwe. Sacrifiant à la tradition, Dandi Yamou a fait le tour des institutions pour échanger avec ses pairs, les présidents d'institutions de la République. La Haute Cour de justice qui, depuis sa création, n'a jugé, conformément à sa mission, aucun haut responsable encore. Alors, c'est un impératif pour la professeure Dandi Yamou de changer l'image de l'institution au sein de l'opinion publique. Je suis d'accord, mais elle n'a pas à elle seule la solution. La solution est tenue par le système. Alors, quel est le rôle de la Haute Cour de justice? C'est juger le président de la République et les membres du gouvernement en cas de haute trahison. Pour m'en arrêter là. Et nous avons constaté que depuis longtemps que cette institution existe, eh bien, elle n'a pas pu jouer ce rôle. Pourquoi? Parce que elle n'est pas dotée d'outils nécessaires à l'accomplissement à succès de cette mission-là. Et donc, quelle que soit la magie du professeur Dandi Yamou, eh bien, quelle que soit sa bonne volonté, si elle n'est pas accompagnée dans sa démarche bien de rendre utile cette institution constitutionnelle, elle aura peut-être eu la volonté, mais elle sera heurtée au contexte et aux exigences. Le contexte est très important. Lorsqu'on parle du président de la République, c'est une forte personnalité. C'est aussi bien les anciens présidents de la République que le président en fonction. Certainement que sur le champ actuellement, vous vous attaquez à un ancien président de la République ou vous mettez en examen un ancien président de la République, nous allons crier, ou les citoyens vont crier à la chasse aux sorcières. Alors, quand un instrument existe, pour qu'il soit exploité, c'est pas pour rien que cette institution a été prévue dans l'arsenal qui dirige. Je suis d'accord, et vous devez être d'accord avec moi également que depuis que la Haute Cour de justice existe, elle n'a jamais condamné un ancien ministre ou un ancien président de la République. C'est pas
pas faute de volonté. Elle a beau être une spécialiste de droit, la Haute Cour de justice, c'est 13 membres, c'est 6 membres de la Cour constitutionnelle, 6 députés plus le président de la Cour suprême. C'est un ensemble de personnalités désignées pour accomplir une mission. La mission n'a jamais eu lieu parce que, à cause des particularités du Bénin. Lorsque vous touchez au doigt de quelqu'un, il y a toujours un argument qui dévie les uns les autres vers... Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut qu'on nous l'enseigne suffisamment et profondément. Je ne vais pas citer de nom, mais supposons qu'on touche, par exemple, à une personne, qu'on met en examen une personnalité aujourd'hui. Je vais être clair. Supposons que la Haute Cour de justice se décide aujourd'hui de mettre en examen le président Boni-Yayi, qui est président d'un parti politique. Comment ça va se passer? C'est un exemple. C'est un exemple que je donne. Ou un ancien ministre qui est membre d'un autre parti. Il y a des anciens ministres du président Boni-Yayi qui sont de l'UPR ou de BR. C'est possible. On peut commencer par balayer la maison proche de soi. Mais nous devons... Je crois que cette institution a besoin d'être repensée pour que ceux qui siègent se sentent utiles à la République. C'est fondamental. Et les juristes que nous avons, qui sont très compétents, doivent s'asseoir pour retracer les nouvelles lignes à suivre par cette institution. Autrement, on aura fait le tour des institutions. Elle aura eu la bonne volonté de mettre son expérience, ses compétences au service de cette institution. On sera toujours à la case de départ. Alphonse Moïse Soudé, lutte contre la corruption et l'impunité des gouvernants, le défi à relever demeure pour la Haute Cour de justice l'opérationnalisation de l'institution. La présidente sortante, Mme Zizinokwe, a relevé quelque chose. Elle dit que la condition essentielle pour y arriver réside dans l'amendement des tests et que le Parlement est interpellé. L'Assemblée nationale a le droit de poursuite et de mise en accusation des hauts responsables. Oui, pour la première fois où l'Assemblée nationale a tenté, c'était avec le ministre Alain Adiou en 2018. Ça n'a pas passé la première étape parce que c'est purement politique. L'Assemblée nationale, c'est le rôle de la politique. Si les députés, ils ont jugé que le ministre n'était pas, les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas avérés, donc ils n'ont pas pu traduire le ministre devant la Haute Cour de justice. Donc il va falloir que ces goulots d'étranglement-là soient levés. C'est purement politique, parce que les clans se forment, quand bien même on aura les preuves que l'intéressé est coupable, c'est un partenaire politique, donc il y aura du lobbying qui sera fait. Il faut que désormais les hommes politiques comprennent que celui qui a fait yo-yo avec l'argent du contribuable béninois, celui qui a mal géré doit pouvoir répondre. Parce que si on n'a pas fait ça, il sera difficile de commencer un jour. Mais il va falloir qu'on commence un jour. Parce que du simple fait qu'on a des partenaires politiques, qu'on n'arrive pas à traduire les gens devant la Cour de justice, la corruption continue à faire ses affres dans la société. Donc je dis, il faut que l'on puisse revoir les tests et que l'Assemblée nationale donne la possibilité. Parce que quand vous avez nommé des gens à la Cour de justice qui perçoivent le salaire, alors que le travail pour lequel ils ont été nommés n'est pas fait, autant faire disparaître l'institution. Parce qu'on ne peut pas depuis des années avoir une institution qui ne fonctionne pas. Mais chaque fois on renouvelle les personnalités, ils ont leur salaire, c'est dans le budget général de l'État. Cela pose un problème. Mais la mission qui leur est dévolue, la mission n'est pas accomplie. Si on ne peut pas donner les moyens, parce que ça ne dépend pas de la présidente, elle a beau maîtriser toutes les notions de droit, ça c'est un volet purement politique. Il faut que les hommes politiques comprennent qu'il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de fraternité à faire dans le vol. Celui qui a volé, celui qui a joué avec l'argent du contribuable, il doit répondre. Sinon, tout le monde va commencer par voler, va dire, bon, j'ai des amis, des hommes politiques qui vont me défendre, je ne pourrai pas comparaître. Dès qu'un premier individu va comparaître et il va répondre de ses faits, il sera condamné. Vous allez constater que la corruption va un peu diminuer, mais depuis lors, on en parle, elle a fait la tournée, ça a donné quoi? Est-ce que les responsables des institutions sont prêts à l'aider à faire un lobbying pour qu'au niveau du Parlement, l'on puisse nettoyer les tests?
Cosimo Rumbadi a quand un premier client pour la Haute Cour de justice du Bénin? Oui, je pense que la Haute Cour de justice du Bénin aura son premier client lorsque l'Assemblée nationale aura décidé de lui donner les moyens. Parce qu'aujourd'hui, on a même l'impression que la criette est plus forte que la Haute Cour de justice. Or, moi, je voudrais bien qu'on ait cette image de la Haute Cour de justice. On a eu des cas où, à l'Assemblée nationale, on a demandé aux députés de lever cette protection que les politiciens se sont donnés, mais ça n'a pas marché. Il y a eu 2-3 cas, ça n'a pas marché. Or, la Haute Cour de justice ne peut rien faire si l'Assemblée nationale ne lui donne pas les moyens. Donc, la présidente actuelle, on la connaît, son parcours, on connaît, son discours, moi je l'ai suivi, elle a de la volonté, elle veut travailler, mais on est tous d'accord que si l'Assemblée nationale ne lui donne pas les moyens, elle ne pourra rien faire. Et je crains qu'une fois encore, cette mandature va passer et puis bon, on n'aura rien de concret. En tout cas, tant que l'Assemblée nationale ne se décide pas. On va creuser un peu le sujet en profondeur. Qu'est-ce qui empêche justement le Parlement de lever les goulots d'étranglement afin de permettre à la Haute Cour de justice de jouer son rôle? Avant de répondre à votre question, je dois préciser que depuis quelques années, quand on est membre de la Cour constitutionnelle, on n'a plus de la Haute Cour de justice, on n'a plus un salaire. Surtout si vous étiez ou vous êtes déjà membre d'une autre institution, je crois que les avantages ont été drastiquement réduits. J'apprends ça de personnes. Il doit y avoir quand même quelques primes. Quelques primes, à comparer à ce qui se faisait. Pas de petites primes. C'est insuffisant. Alors, qu'est-ce qui pourrait empêcher, ou qu'est-ce qui devait empêcher les députés à réviser les tests ou à retoucher aux tests qui régissent la Haute Cour de justice? Vous savez, nous sommes sur le terrain politique, à la limite, c'est de la prudence. Vous avez à l'intérieur d'anciens ministres qui sont députés, vous avez des députés qui seront ministres demain. Ce n'est pas simple. Chacun la fonction politique ne devrait pas être un bouclier ou un parapluie pour échapper quand même à la justice. Vous savez, là-bas, les choses ne se passent pas comme ça. Les choses passent en communauté politique. Vous avez vu, on a tenté de lever l'immunité de certaines personnalités et ça n'a pas eu lieu. Parce qu'il y en a qui ont servi de bouclier, qui ont fermé la porte. Parce qu'ils estiment, à tort ou à raison, que c'est une chasse à l'homme, simplement. Les loups ne se mangent pas. Les loups ne se mangent pas entre eux. Et c'est là toute la problématique de cette Haute Cour de justice. Ceux qui sont appelés à retoucher aux tests avaient assumé des fonctions ministérielles. Ceux qui sont là pourraient assumer des fonctions ministérielles, même s'il y en a qui pourront être président de la République. À la limite, on marche sur les œufs. On se donne une couverture pour le futur, mais si on a assumé de hautes fonctions comme celle intéressée qui intéresse la Haute Cour de justice, on se donne un certain nombre d'espaces de sécurité. Ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple. Nous avons, chaque citoyen a la volonté de voir cette Cour fonctionner comme sa présidente. Et avant elle, il y a d'autres. Vous avez de grandes personnalités qui ont été le professeur Théodore Lo, vous avez Madame Gbera Foura et d'autres qui avaient manifesté sa volonté. J'ai vu un président de la Haute Cour de justice venir à l'Assemblée faire le plaidoyer. Mais le plaidoyer n'a pas abouti parce que les gens n'en trouvent pas le sens. Je crois que si ça doit apporter, il appartient au gouvernement et notamment à la présidente de la République de taper des poings sur la table pour dire maintenant il faut que la Haute Cour de justice fonctionne. La Haute Cour de justice va fonctionner parce qu'une institution de régulation dans la République. C'est une institution qui est constitutionnelle. Il faut suffisamment le dire. C'est une institution qui est constitutionnelle. Ce n'est pas une institution née de la volonté de quelqu'un. C'est depuis 1990 que cette institution a été insérée dans la Constitution. Donc le verre est dans le fruit. Nous n'avons pas eu de résultat avec cette Haute Cour de justice parce que les politiciens ne l'ont pas voulu, parce que les politiciens n'y ont pas intérêt. Et dans l'espoir que les vétos soient levés, nous devons bien souhaiter
que les jours à venir, vu la volonté de ceux qui y sont et qui sont les membres de cette cour aujourd'hui, que celui qui écoute et qui donne les instructions puisse l'écouter suffisamment pour lui permettre d'avoir, comme vous le dites, son premier client. Alors peut-on oser, enfin, d'une aube nouvelle de la Haute Cour de justice, pilotée désormais par Dandy Yamou? On aurait pu oser, lors de la 8e législature, on aurait pu oser, parce que le Parlement était acquis à la cause du chef de l'État. Et la lutte contre la corruption, c'était le cheval de bataille du chef de l'État. On aurait pu oser, lors de la 8e législature, revoir les tests, parce qu'il n'y avait pas l'opposition. Tant on était décidé à lutter contre la corruption, mais moi j'ai dit, quand la 8e n'a pas pu passer en revue les tests de la Cour, j'ai dit, basta, on ne fera plus ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres voies à l'Assemblée nationale. Donc il va falloir que, comme l'a rappelé Jeanne, que le chef de l'État fasse un lobbying. Parce que si nous avons une institution, de toutes les institutions qui se retrouvent dans la Cour constitutionnelle, c'est celle qui ne marche pas. Si on ne veut plus de cette Cour-là, révisons les tests et disons, on n'a plus de Cour. Mais que le chef de l'État fasse le lobbying, nous sommes quand même dans un régime de séparation du pouvoir. Non, écoutez, nous sommes d'accord, mais le chef de l'État a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Donc il doit se donner tous les moyens pour taper du poing sur la table. Si le chef de l'État fait 10 ans et qu'au terme de ces 2 quinquennats, on n'a même pas pu avoir un seul client, moi, ça va me poser un problème. Ça va me poser un problème parce que les hommes politiques prennent ça. Aujourd'hui, on a fait la criette et puis les petits corrompus de la République, on les envoie là-bas tranquillement et puis on les jette en prison. Mais pourquoi d'autres disent, mais il y a de gros clients que l'Assemblée nationale protège. Il faut que tous les citoyens aient le même droit. Il faut régler ça. Sinon, tant qu'on ne va pas régler ça, des gens, quand ils seront ministres, ils seront à de hautes fonctions, ils vont croire que la caisse de l'État leur appartient, ils en feront ce qu'ils veulent. Pourtant, ces fonds-là peuvent servir à construire des hôpitaux, des centres de santé, des marchés, ainsi de suite, des écoles. Donc, il faut que désormais, dans la République, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, qu'ils prennent ça comme leur cheval de bataille, qu'ils disent désormais, nous voulons que la Haute Cour de justice soit fonctionnelle. Si ce n'est pas fonctionnel, alors on décide ensemble de faire partie de cette institution. Koshimo Humbadi, que fait donc pour changer la donne? Oui, je pense que le président peut faire le lobbying. C'est vrai, on est dans un régime de séparation des pouvoirs, mais on a déjà vu sur le code électoral récemment, le président, il a échangé avec les députés. Et le président, quoi qu'on dise, il reste quand même en griffe le patron de la mouvance présidentielle. Et aujourd'hui, la mouvance présidentielle a une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, il peut essayer d'échanger avec ses soutiens. Vous savez, la lutte contre la corruption, c'est une priorité pour moi. Et voilà, on a la Haute Cour de justice, dont le fonctionnement dépend du Parlement. Non, il y a du lobbying à faire, en fait. Donc, je pense que le président, il peut le faire s'il veut bien qu'on a encore 2 ans. C'est pas encore trop tard. La Haute Cour de justice peut bien avoir son premier client, c'est bien possible. On a vu dans d'autres pays, anciens présidents, anciens ministres, député à l'Assemblée. Récemment, en Afrique du Sud, on a vu la présidente de l'Assemblée nationale qui d'abord a essayé de bloquer son arrestation par un vote, ça n'a pas marché. Après, elle s'est rendue elle-même. Aujourd'hui, elle est écoutée par un tribunal. Donc, c'est possible. Ça, c'est la marque des grandes nations. Et je pense que le Bénin aspire à être une grande nation et il faut qu'on y aille, quoi. Merci à vous, chers débatteurs. Et je reste avec vous pour scruter l'actualité internationale Interactu. Et je reste avec vous, Koshimo Humbadi. Diomaye Faye laisse plan B, je vais dire, de l'espace-TEF. Et il a été porté au pouvoir par la ferveur populaire. Le candidat anti-système, désormais président du Sénégal, il promet un changement systémique. Qu'est-ce qu'il y met, selon vous? Oui, je pense que Diomaye Faye a été porté parce qu'à un moment donné, les Sénégalais voulaient d'une rupture vraiment totale, on l'a vu, et ça s'est exprimé dans les urnes. Chaos dès le premier tour, c'est quand même assez signifiant. Et après, je pense que le discours de Diomaye Faye est en même temps de son mentor, depuis 4 ans, jusque-là n'a pas changé. Rupture totale, c'est-à-dire tout ce qui est collé au régime passé, on veut en finir avec. Bien entendu, il y a des trucs qui sont positifs, il y a des actions positives, et je ne pense pas que cette rupture va toucher les actions positives. Mais je pense que profondément, on a un nouveau président qui veut totalement en finir avec les mauvaises actions, tout ce qui a été décrié par le passé. Et
l'élection de Diomaye Faye, ça nourrit des espoirs, mais en même temps des craintes parce que après c'est un jeune, il faut le dire clairement, sans expérience. C'est vrai que ancien cadre de l'administration, inspecteur des impôts, secrétaire général de l'ESPASTEF et tout, mais la gestion du pays, ça reste quand même compliqué. Et le Sénégal, c'est un grand pays. Et c'est heureux de savoir que Sonko, dont il a porté le projet, va rester dans les parages en tant que Premier ministre. Sur cet aspect, ça rassure quand même un peu. Eugène Alassoko, Bassirou Diomaye Faye se définit comme un panafricaniste de gauche. Le discours n'a pas changé. Il veut surfer sur un rééquilibrage des partenariats internationaux comme boussole de gouvernance, en ligne de mire les secteurs du gaz, des mines, du pétrole. Un panafricanisme, je suis d'accord, mais son discours était très virulent quand il n'était pas candidat ou quand il était simple citoyen sénégalais. Aujourd'hui, il est dans les fonctions du président de la République du Sénégal. Le discours, même si le fond reste, la forme pourrait changer. Il a, pour exprimer son panafricanisme, invité à son investiture les 3 présidents rebelles. En griffe, le Malien, le Nigérien et le Burkinabé. Et ces présidents n'y étaient pas. Ils se sont fait représenter par les présidents des parlements de transition. Je ne sais pas si c'est pour éviter le président de la CEDEAO, parce qu'il était là. Certainement, eh bien, si il se rencontrait, ça pourrait augurer... Doumbouya était là, par exemple. Doumbouya, dans le système aujourd'hui, Doumbouya est peu cité. Ce n'est pas... oui, Doumbouya, c'est un putschiste, mais pas un putschiste comme les autres. Il était assis à côté de Tinubu. Oui, il ne porte pas le même numéro que les autres. Quand bien même, il a fait un coup d'État. Son discours sur le panafricanisme est un discours qui a plu à ceux qui l'ont élu parce que c'est un discours Sonko, c'est un discours ancien. Et ces jeunes-là portaient leur idéologie depuis 10 ans qu'ils avaient été radiés de la fonction publique. Donc, ils ont construit leur parcours politique pas à pas. Ce ne sont pas des personnes qui sont venues de nulle part. Ils ont construit un espoir. Ils ont expiré en leur action et ça a porté les fruits parce que les Sénégalais l'ont su ainsi. Et il faut comprendre aussi et saluer l'humilité d'un certain Sonko. Sous nos cieux, ce ne pourrait pas être possible parce qu'il était en difficulté, mais il a pu trouver la solution alternative. Ce n'est pas évident par ici parce que et quand ce n'est pas le président, ce ne sont pas les autres. Oui. Ça ne sera personne. Et c'est une leçon que aussi bien les hommes politiques que nous autres, nous devons apprendre qu'on peut être plusieurs à porter la même idéologie. L'essentiel, c'est que quelqu'un puisse marquer le pas vers qui peuvent converger les autres. Il a parlé de la coopération. Est-ce que dans ces fonctions-là, on l'attend chasser les troupes françaises de Sénégal? Peut-être que c'était possible hier. Aujourd'hui, il le ferait avec beaucoup de prudence. Sonko, en tant que président du PASTEF, avait dit qu'il enverrait des troupes sénégalaises au Mali combattre aux côtés de la FAMA. Aujourd'hui, Sonko n'est pas président de la République. Est-ce que Faye, qui porte ses actions, pourrait le faire? On ne sait pas. Pour l'essentiel, le Sénégal est dans une nouvelle dynamique et Faye n'a aucune marge d'erreur à commettre. Parce que s'il manifeste l'intelligence dont ils ont fait preuve depuis 10 ans, s'ils continuent dans la même détermination, s'ils s'entendent sur l'essentiel, je pense qu'à deux, ils peuvent garder le pouvoir au Sénégal pendant 20 ans. Parce que l'avenir présidentiel de Sonko dépend de ce que seront les 5 prochaines années. Et je crois que, en tant que tel, ils sont conscients de ce qui va se passer, de ce que les Sénégalais les portent, de ce que, l'espoir du Sénégal porte. J'en aurais fini si je précisais qu'avant leur sortie, il y a eu des négociations.
il y a eu suffisamment de négociations avec le président Macky Sall. On va y revenir, Dr. Eugène Alossokpo. Alphonse Maurice Oudé, quand on sait que Diomaye Faye a bénéficié du soutien d'une galaxie de la classe politique sénégalaise, aura-t-il vraiment les coups de franche afin de concrétiser le changement systémique qu'il promet? Les seules personnes à qui Faye doit une explication, c'est la jeunesse sénégalaise. 65% de la population, ils sont âgés de moins de 40 ans. C'est eux qui ont porté le PASTEF au pouvoir, même si on a dissous le parti. Donc ces jeunes-là attendent de Faye de régler le problème, notamment le PDS lui est revenu en renfort. Le PDS, vous savez les conditions dans lesquelles le fils est allé là-bas et le père est venu ici, comme dans un pays que je connais bien où la famille se partage. Donc on a toujours envie de cohabiter avec le pouvoir. Non, c'est pas là le problème. Le PASTEF a un projet rédigé par des intellectuels au Sénégal comme à l'extérieur. Ils ont soumis le projet à tout le monde. Donc chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Donc aujourd'hui, ils ont intérêt à bien gérer le pays. Parce que les Sénégalais menacent. Si, après 5 ans, on se rend compte que ce duo-là n'a pas pu atteindre les objectifs initialement prévus, nous allons les balayer. Donc aujourd'hui, ils ont tout intérêt. Quand on parle de panafricanisme, vous savez, les Sénégalais se croient plus français que tout le monde est. Oui. Ils se croient plus français que tout le monde. Allez vivre là-bas, vous allez comprendre. La plupart des Sénégalais ont la nationalité française. Et ils vont en France comme s'ils allaient à côté. C'était la capitale de l'AOF. Donc aujourd'hui, il sera difficile qu'on veuille s'attaquer à la France. Et c'est pour ça que Sonko n'est pas devenu président. C'est le discours, quand vous suivez le discours de Sonko, c'est anti-français. Et finalement, bon, c'est eux qui ont gagné. Mais je dis une chose, ils ont tout intérêt à collaborer. L'avantage des Sénégalais, ils savent promouvoir les compétences. Ils savent promouvoir les compétences. C'est pas comme ailleurs, si vous n'avez pas un parrain politique, on ne vous sollicite pas. Mais là-bas, quand vous êtes bon et que vous êtes à l'extérieur, on vous appelle pour venir développer votre pays. Et j'attends de ce duo-là de gérer le pays comme cela se doit. C'est vrai que sous Macky Sall, tout n'a pas été mauvais. Il y a des aspects corrigibles. Mais je ne voudrais pas que, lui-même l'a déjà promis, qu'il n'y aura pas un règlement de compte. Il faut penser au développement de la nation sénégalaise. S'il y a dans le pays des gens qui sont dans d'autres partis politiques qui peuvent faire le travail, ils vont les solliciter. Mais je dis, ils ont intérêt parce qu'ils sont surveillés. Ils sont très surveillés. Ils n'ont pas intérêt. Bon, le PDS était arrivé. Tout le monde sait pourquoi le PDS est arrivé. Dès que ça n'a pas marché, est-ce que vous avez vu encore le PDS? Parce que le PDS n'a pas participé au combat du PASTEF. C'est un combat qui a duré. Et je voudrais que les jeunes hommes politiques qui veulent accéder au pouvoir prennent exemple. On ne s'improvise pas en politique. On ne s'improvise pas en politique. On fait ces écoles, on étudie et on fait le mouvement. Vous voyez, l'élection de Faye, c'est le couronnement du courage et de la détermination. En face des forces armées, avant de tous les handicaps qui étaient dressés sur le chemin, on a vu la jeunesse sénégalaise qui s'est levée comme un seul homme. Donc, il faudrait que dans les autres nations où on veut prendre le pouvoir, parce que les hommes politiques, ceux qu'ils appellent leurs aînés, ne leur remettront pas le pouvoir. Il faut arracher le pouvoir. Donc, il faut se préparer. Il faut se préparer à exercer le pouvoir. C'est vrai que Faye n'a aucune expérience politique, mais il s'est fait entourer d'hommes politiques. Forcément, dans le PASTEF, il y aura des rebuscades de la politique sénégalaise qui vont le conduire. L'essentiel est qu'il ne se détourne pas du chemin que le PASTEF a tracé. Et Eugène Alossokpo, vous évoquiez des négociations avec Macky Sall. Vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il y aurait eu un certain complot avec Macky afin de porter Diomaye Faye et non Sonko au pouvoir? Non, pas nécessairement. La BAC Faye-Sonko s'est imposée à Macky Sall. Et c'est un président de la République. Il a des informations les plus fines et pour être le minimum que l'un président de la République peut demander, c'est un sondage avant l'élection. Et il a compris que la détermination des Sénégalais à lui arracher le pouvoir et à son soutien était fort. Et donc, nous pouvons nous poser la question de savoir si Macky Sall était obligé de faire sortir de prison M. Faye à 9 jours de l'élection présidentielle. Il n'avait aucune obligation. Même si il a perdu un peu les pédales du fait de l'élimination. Il y avait la pression du peuple. Il avait la pression du peuple, mais face à la pression, il pouvait décider autrement. Il pouvait décider... La loi d'amnistie a été votée au Parlement. Je suis d'accord. Je pense que si on sortait Faye seul et qu'on laissait Sonko en prison, Faye peut être président de la République, mais peut-être pas au premier tour. Ce qui fait penser à une certaine théorie du complot.
Le complot, à la limite, s'est imposé. Je crois que s'il doit avoir, il a eu accord, il y a eu des dossiers sur lesquels ils ont dû s'entendre parce que c'est des dossiers importants, mais il y a eu ce que on pourrait appeler un pacte de non-agression. Nous sommes dans un régime, quoi qu'on dise, présidentiel, hein, même si, pour ne pas dire celui présidentiel, parce qu'il y a un Premier ministre là-bas, un président de la République est suffisamment fort pour faire mal à qui il veut. Et donc, il n'était pas important d'exposer la face du Sénégal, la face en griffe noire du Sénégal, la face du monde. Et ils se sont entendus sur ça. Et le Sénégal a cette force-là que les confréries sont très importantes et imposantes, quelles que soient les divergences. Et c'est là où je ne prédis pas une dissension ou une mésentente formelle entre Sonko et Faye. Vous savez, il y a de ces confréries qui jouent la veille et qui devraient travailler à rapprocher les positions en cas de divergence. Ce sont des hommes, ils ne sont pas obligés de s'entendre sur tout. Chacun d'eux a sa vision des choses, sa façon de voir les choses, de faire. Et le gouvernement formé, tel qu'on l'a présenté, présage de ce que, eh bien, ces jeunes-là sont conscients de ce que attendent les Sénégalais d'eux. Ce n'est pas toujours facile parce que entre l'euphorie et la gestion du pouvoir, il y a une large marge. Quand on prend une décision en tant que président de la République, cette décision va à l'encontre de quelques-uns des groupes ou au profit de quelques-uns. Donc, ne vous attendez pas que 12 mois après, les Sénégalais aient la même impression, la même euphorie, le même enthousiasme à parler de Faye. C'est un spécialiste des impôts, donc des finances publiques. Il sait pas où, eh bien, on peut serrer les vis pour que la corruption cesse. Et il a promis ouvertement dans son discours d'investiture de lutter contre la corruption. Et les Sénégalais l'attendent sur ça. Et il doit continuer la jeunesse en continuant l'industrialisation qui est gage d'emploi pour ces nombreux jeunes Sénégalais qui sont au chômage. Koshimo Rumbaji, on va s'intéresser un peu au rapport entre le poulain et son mentor, Faye président, Sonko Premier ministre. Êtes-vous pessimiste comme certains qui annoncent le divorce entre les deux hommes pour très très bientôt? Non, je pense que ça va beaucoup mieux se passer parce que c'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps. C'est-à-dire, c'est pas le pouvoir qui les a liés. Je crois que ils ont été amis d'abord, après collègues dans le même système. Ils ont cofondé le PASTEF. Et après, la bataille a été pratiquement la même. Sonko en prison, rejoint par Diomaye Faye. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui les lient au-delà de la politique. Et je pense qu'ils sauront trouver la solution parce que c'est vrai qu'on aurait bien voulu le schéma inverse. D'ailleurs, quand vous les voyez à deux, chacun dans sa posture de président et de premier ministre, il faut qu'on vous explique que c'est Diomaye Faye qui est le président pour que vous compreniez. Sonko a beaucoup plus cette posture de président, mais je pense que il saura, parce que ce qui va sauver le duo, c'est l'humilité justement de Sonko, qu'il a déjà commencé, parce que s'il n'était pas humble et s'il n'avait pas fait ce don de soi, Diomaye Faye ne serait peut-être pas président. Donc je pense que Sonko doit continuer à jouer sur l'humilité, comprendre que ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Alors Faye ne voudra-t-il pas s'affranchir de cette tutelle? Je pense qu'il doit pouvoir rester reconnaissant. C'est vrai, la politique, c'est autre chose. J'espère bien qu'il n'est pas adepte de Machiavel. J'espère très bien. Parce que si on rentre dans ça, ça va être compliqué. Donc, j'espère qu'il va rester assez reconnaissant. Comprendre que, d'ailleurs, au-delà de Sonko, il y a le parti qu'il a porté. Et c'est parce que Sonko a fait confiance en lui que le parti... Parce que dans le parti, il y a des hommes politiques... bien expérimenté que Diomaye Faye, Sonko pouvait porter son choix sur n'importe qui. Et voyez comment est-ce que ces griffes vieux du parti ils ont compris le choix de Sonko, ils se sont mis ensemble. Je crois qu'au-delà même de Sonko, Diomaye Faye, il doit pouvoir rester reconnaissant vis-à-vis du parti, vis-à-vis de ces dinosaures qui, malgré leur expérience, se sont fait petits pour qu'ils soient portés au pouvoir. Et je pense qu'il y a de beaux jours qui s'annoncent pour le duo. L'histoire semble se répéter. Vous avez fait Dakar, je ne vous apprends rien. On a connu le tandem Senghor-Dia à l'époque.
Oui, on sait comment ça a fini. Oui, mais ce n'était pas la même chose. Senghor président, Dia premier ministre. C'était pas la même chose. Vous savez. Senghor qui a fini par accuser Dia de coup d'État. Et Jeanne a mis l'accent. Dia qui a été condamné. Et Jeanne a mis l'accent sur un élément très important. Les confrères, très fort. Les séries. J'ai vu Wad à Dakar, quand il va à Touba, c'est pas le président de la République. Il est un talibé. Et devant son marabout, il respecte les principes de son marabout. Et chaque leader politique à Dakar a son marabout. Le marabout, c'est le guide religieux. C'est celui qui vous suit, qui vous conseille. Donc aujourd'hui, les deux n'ont même pas intérêt. Parce que c'est pas où ils ont commencé la lutte ensemble. Ils ont créé le PASTEF ensemble. Et rien n'obligeait Sonko à désigner. Il pouvait désigner quelqu'un d'autre. Mais c'est une question de confiance. La confiance est née entre les deux depuis. Ils ont évolué. Donc ils ont tout intérêt à gérer ensemble. C'est vrai qu'à un moment donné, sur des sujets, quelqu'un doit pouvoir appeler à l'autre. Hein. Il y a une vidéo qui circule depuis là où Sonko est allé au palais, les gens lui ont dit, président dit non, là où je suis ici, là, je ne suis pas le président. C'est Faye le président, moi je suis le Premier ministre. Donc il y a cette affaire d'humilité. Si cette humilité peut continuer, moi j'ai dit, hein, à un moment donné, ils vont faire les législatives. Sonko pourrait se retrouver à la tête du Parlement. Là, ça va faciliter la tâche à Faye par rapport au vote des... Il faut que Sonko soit quand même dans les arcanes du pouvoir pour servir de béquille à non, Faye. si vous êtes à l'Assemblée nationale, vous servez de béquille. Sa place est mieux placée là-bas parce que c'est là-bas qu'on vote les lois. Et s'il n'est pas là-bas pour contrôler les votes des lois, vous savez que... Kojimo évoquait l'impréparation du Faye. Sonko... Vous savez, Faye n'est pas, il est bien préparé. Vous savez, il n'avait pas peut-être la carrure, il n'avait pas le bagou, le charisme, mais il est resté dans les antres de Sonko. Il est partout. Les gens ont sorti les anciennes vidéos. C'est vrai que Faye, il ne sait pas bien parler, il n'a pas le bagou, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas diriger le parti. Ce qui est sûr, il maîtrise à la virgule près tout ce qui est dans le projet. Et puis si ça a été fait ensemble, c'est pas ici où c'est un seul qui écrit là-bas. On a sollicité des intellectuels, des cadres, des économistes. Je les ai vus tous défiler depuis que Faye est devenu président. Chacun est passé devant la télé pour dire le rôle qu'il a joué dans l'élaboration de ce projet. Donc il y a une équipe de penseurs, des gens qui réfléchissent, qui les entourent, pour qu'au cas où il y aura égarement, on puisse ramener les gens là. Donc, moi, je ne crains pas, il n'y aura pas de divorce, parce que c'est tellement que c'est un pacte de non-agression. Ils ont tout intérêt, parce que s'ils échouent pour le premier mandat, ils ne pourront pas revenir pour un deuxième mandat, et l'avenir politique de Sonko sera à terre. Donc, alors, la lune de miel sera-t-elle éternelle? Non, moi, je ne prévois pas qu'il y ait dissension entre les deux. Ce n'est pas sématique. C'est des gens... À l'épreuve du pouvoir, les choses peuvent changer. Certainement que vous savez que Faye est retourné au champ après avoir été radié. Il est devenu président de la République, mais son seul garçon qu'il a porte le nom Ousmane Sonko Faye. C'est l'expression d'une amitié. Je ne vais pas dire d'une allégeance, mais c'est fort. C'est fort. C'est les gens qui ont vécu le calvaire ensemble, qui ont imaginé le futur ensemble et qui sont arrivés à bout des persécutions du pouvoir Macky Sall. Mais nous ne nous trompons pas. Nous avons connu le cas Mandela, qui est parti de la prison pour la présidence. Nous venons de connaître le cas Faye, qui est parti du champ pour la prison et pour la présidence de la République. Mais est-ce que les contextes sont les mêmes? Est-ce que nous pouvons vivre ce cas au Bénin ailleurs? C'est des questions que nous nous posons. Il se pose un problème de conviction politique, de consolidation de l'idéologie politique. On ne peut pas se lever un matin, défendre une cause et après demain défendre autre et espérer que les jeunes vous suivent comme ils l'ont fait. Il faut une constance. Il faut une constance. Et cette constance-là, nous ne l'exprimons pas suffisamment ici. On a des intérêts, on s'y accroche, on veut continuer à profiter des positions de façon continue. On ne laisse pas d'espace aux jeunes pour s'exprimer dans les partis politiques. Ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des jeunes qui ont conçu des idées depuis 10 ans, des jeunes auxquels se sont ajoutées des personnes qui sont plus âgées qu'eux et qui ont porté une idéologie qui a gagné le cœur des Sénégalais. Quelle est la source de financement du PASTEF, Alphonse Moïse? Non. C'est une question qui est récurrente. Vous voyez... Comment ont-ils pu traverser le désert, radié depuis 10 ans? Comment ont-ils pu tenir bon? L'avantage de ce pays-là, il y a des gens qui ont aidé ces jeunes-là à émerger sans lever la tête.
Il y a de gros opérateurs économiques là-bas qui n'ont pas besoin de s'afficher pour dire c'est nous qui donnons maison, machin. Non, là-bas, ce n'est pas comme ici. Il y a des gens qui les ont aidés parce qu'on croit en eux. On dit ceux-là, en tenant compte de leur discours, ils peuvent émerger. Ici, ce n'est pas possible. Vous êtes jeune, vous avez quelques ambitions politiques, on vous trouve un petit poste où vous êtes à 750 000 le mois, vous avalez votre ambition parce que vous estimez que bon, vous avez beaucoup d'argent, ou bien vous sortez pour faire un mouvement, les policiers vous donnent 2 fessées, et vous avalez vos convictions. On a vu là-bas des gens marcher de la Casamance. Ils ont affronté tout, la police, la gendarmerie, tous les sapeurs-pompiers, parce qu'ils savent que ceux qui sont devant et qu'ils sont convaincus de l'action qu'ils mènent. C'est ça la conviction. Il faut être convaincu de ce qu'on défend. Parce que si vous êtes jeune, vous êtes dans les partis politiques, vous vous contentez des prébendes. C'est vous qui faites tout, mais les aînés sont là parce qu'on vous donne quelques miettes, vous ne voulez pas. Il faut se libérer de la tutelle des aînés. Sinon, vous constatez que quand quelqu'un... J'espère que vous n'appelez pas à une rébellion dans les partis politiques. Non, forcément. Vous allez voir, quand vous rentrez dans les partis politiques, la réflexion, elle se mène par les jeunes. Les projets se construisent par les jeunes. Les aînés sont là seulement pour mettre en application ce que les jeunes ont construit. Pourquoi ne pas donner la possibilité à ces jeunes-là, au niveau des partis politiques, d'exercer des responsabilités? C'est comme ça. Les Sonko ont commencé petitement. Vous ne pouvez pas dire, bon, je commence en 2024 et demain en 2026, je serai président. Il faut déjà... ils ont depuis leur projet qu'ils ont vendu. Koshivo Oumadi, sur la question. Oui, je pense que le duo a démontré qu'en tant que jeune, il faut de la constance, il faut une idéologie à défendre, parce que lorsqu'ils ont été sortis de l'administration, ils pouvaient intégrer d'autres partis. Il y avait des partis de l'opposition, ils pouvaient intégrer, mais ils ont décidé, ils ont eu le courage de créer leur parti politique. Ici, est-ce que ça aurait été possible? Je ne sais pas, parce que 2 jeunes sans moyens, parce que radier sans moyens, déjà, de quoi vivre, personnellement, c'est compliqué. 2 jeunes mariés, pères de famille. Mariés, pères de famille. Polygame. Voilà, donc de là à avoir... Au Sénégal, c'est pas un tort. À créer un parti politique géré, je pense que c'est une leçon qu'il faut apprendre, et de plus en plus... Mais moi j'ai suivi depuis l'élection, je suis un peu le débat au niveau des jeunes, des partis. Je crois qu'il y a une prise de conscience. C'est vrai que bon, ça peut peut-être retomber tout de suite. 2026, c'est là, lorsqu'on va commencer par enfin, comme le doyen l'a dit, trouver des postes rapidement. Bon, ok, je me suffis, j'ai un peu d'argent, ça va. On peut déjà commencer par oublier, mais je pense qu'il faut prendre la chose au sérieux, parce que lorsque vous voulez, dans 5 ans, dans 10 ans, lorsque vous voulez être comme Sonko, Diomaye Faye, je pense qu'il faut commencer 10 ans en arrière pour que 10 ans après, on puisse vous porter au pouvoir. Donc, la confiance en soi, la détermination et surtout la constance. Parce que ici, on voit aujourd'hui les gens, parce qu'ils ont un intérêt au niveau de INS, on est là, on défend INS, demain c'est Y qu'on défend. Quand vous êtes comme ça, le peuple n'a même pas confiance en vous. Et le Sénégal, observez bien, le Sénégal a un peuple qui, lorsqu'il vous fait confiance, c'est entre griffes, excusez le thème, c'est jusqu'à la mort. On l'a vu. Malgré que Sonko était en prison, après Diomaye Faye en prison, mais pourtant les gens continuaient à les suivre, à manifester, même sans eux. Je pense que l'ascension sera même s'ils ne réussissent pas. Parce que le Sénégal, le peuple sénégalais, quand ça veut sanctionner, ça sanctionne, quoi. On a bien vu le cas de Macky Sall dernièrement. Donc ils ont intérêt à réussir. Voilà. Alors, dernier tour de table par rapport au sujet, les chantiers prioritaires. Lutter contre la corruption, primordial. Redonner à la justice son indépendance, parce que Sonko et Faye estiment qu'ils ont été victimes de la manipulation de la justice. Et c'est un chantier prioritaire pour eux. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais réformer la justice n'est pas une chasse aux sorcières. N'est pas une chose. C'est vrai, aujourd'hui, peut-être qu'il aurait fallu être en prison pour que Faye soit président de la République. Donc, on ne peut pas condamner. Le chemin du destin est personnel. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a fait la prison qu'on devient président de la République. Non, c'est faux. Il ne faut pas qu'on nourrisse... nous ne devons pas nourrir ces convictions infructueuses. On peut faire la prison et ne jamais être président de la République, comme on peut ne pas faire la prison et être président de la République. C'est un destin, c'est une ligne que vous portez, c'est de l'aura que le peuple vous reconnaît. L'autre chantier, c'est sa position par rapport à la CEDEAO. C'est fondamental. C'est pas pour rien qu'il a invité les 3 rebelles à
le Malien, le Nigérien et le Burkinabé à son investiture, parce que de sa position aujourd'hui, il a la possibilité d'agir. Il est jeune comme les autres, ils peuvent se comprendre, c'est une question de génération. Mais le Sénégal ne peut pas se permettre de dire « je quitte la CEDEAO ». L'histoire du Sénégal est liée aussi à la CEDEAO. Pourra-t-il convaincre les autres afin qu'ils puissent revenir au sein de l'espace? Les autres, leurs arguments sont clairs. Nous sommes face aux djihadistes. La CEDEAO n'a rien fait pour nous sauver. La CEDEAO, pour coup d'État, nous a réprimandés. Je vous ai compris. Alphonse Moïse Soudé, les chantiers sur lesquels on attend... Il faut redonner à toutes les institutions leur autonomie, leur indépendance, c'est capital. Il ne faut plus caporaliser les institutions parce qu'aujourd'hui, il a besoin d'un Parlement pour l'accompagner, alors qu'il n'a même pas la majorité. Il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il redonne espoir à la jeunesse parce que si 65% de la jeunesse, de la population sont constitués des jeunes en chômage, il faut déjà créer de l'emploi. Il faut favoriser la création de l'emploi. C'est vrai que l'État ne crée pas l'emploi, mais l'État peut aider les structures privées à créer. Donc, voilà un chantier parce que les jeunes ne veulent que ça. S'il arrive à autonomiser les institutions, il arrive à créer l'emploi aux jeunes, je crois qu'il aurait réussi un grand coup. Sans oublier la lutte contre la corruption. Justement, la lutte contre la corruption, et il a dit, et ça commence déjà par la publication de certains rapports, parce que ça a été réclamé d'ailleurs par la jeunesse lors de la campagne, ça a été réclamé, donc il a annoncé dans son discours il y a quelques jours, et après la lutte contre la corruption, l'emploi des jeunes, il a aussi dit, il porte sérieusement à cœur toute préoccupation qui concerne la jeunesse, créer l'emploi justement en favorisant le contexte investissement privé. Voilà. Moi, je pense que sur ces deux priorités, s'il y arrive, ça peut aller. Dernier virage de l'émission, la rubrique Potin de la toile. Et je reviens à vous, Alphonse Moïse Soudé. Maryse Condé, de son vrai nom, Maryse Liliane Apolline Boucolon, est morte le 2 avril dernier. Elle avait 90 ans, journaliste, professeure de littérature et écrivaine guadeloupéenne. On lui doit une impressionnante et importante production qui gravite notamment autour du thème de l'esclavage, de l'affirmation de l'homme noir. Oui, moi je la connais en tant qu'écrivaine. Elle a une bonne production. C'est pour dire que au lieu de rester toujours à l'arrière-plan, les femmes peuvent s'engager dans la lutte de libération des peuples. Ce n'est pas seulement rester là à subir. Et il faut que les femmes comprennent, qu'elles soient instruites ou non instruites, qu'on a un idéal à défendre. Parce que si vous n'êtes pas là, il faut prendre les décisions. Si vous n'êtes pas là, on est soi-même aguerri pour défendre ses propres causes. Elle, à travers ses écrits, à travers sa fonction de journaliste, elle a défendu les causes des peuples africains. Et je voudrais que les autres femmes lui emboîtent le pas. Voilà des personnalités qui ont su affronter les difficultés. Quand vous êtes de sexe féminin et que vous vous engagez dans ces luttes-là, surtout éveil de conscience, dénoncer l'état de la colonisation, dénoncer la mauvaise gouvernance, vous êtes mal vu par les hommes. Donc je voudrais que les femmes lui emboîtent la paix. Elle n'a pas vécu de façon inutile. Elle a marqué sa génération et je voudrais que beaucoup de femmes lui emboîtent le pas. Koshimo Ngbaji, Maryse Condé, une figure féminine de proue. Oui, je pense qu'il faut agir. Et agir, ce n'est pas forcément marcher dans la rue, protester. Je crois que par la plume, en tout cas, elle a démontré que par la plume, on peut s'exprimer, on peut dénoncer, on peut amener à des changements. C'est vrai que malheureusement, les idées qui sont émises par écrit ne sont pas forcément trop portées chez nous, parce que je prends un livre, je lis, je découvre qu'elle fait des dénonciations, elle fait des propositions. Je finis de lire, je dépose. Je crois que chez nous, en Afrique, on est beaucoup plus porté sur ceux qui sont devant, ceux qui font du bruit. Je crois que de plus en plus, il faut essayer de prendre en considération les idées que les gens émettent en papier, émettent par la réflexion. Et je crois qu'elle a suffisamment démontré de quoi elle était capable et elle doit être un exemple pour les femmes qui de plus en plus aujourd'hui essaient de s'affranchir. Aujourd'hui, on parle de féminisme, on parle de protection de la femme. Aujourd'hui, au Bénin, on veut que les femmes aillent beaucoup plus au devant de la scène. Et je crois qu'elle est un exemple. Et si une femme veut véritablement s'affranchir, je crois qu'elle doit retourner lire beaucoup sur Maryse Condé. Eugène Arosoko. La valeur
d'une personne humaine, notamment d'une femme quantifiée par rapport à ses convictions personnelles et par rapport à ses actions. Et celle dont nous parlons aujourd'hui a apporté des valeurs, notamment sur des questions concernant l'esclavage, des questions concernant les femmes. Et il y a derrière elle un engagement personnel qui appelle un engagement collectif à défendre les femmes, à défendre ce qui est bien dans la communauté. Et c'est un exemple à suivre. Celle-là, pour ne pas répéter, Alphonse n'a pas vécu inutilement, mais le mieux, c'est qu'après elle, qu'il y ait des personnes qui continuent de faire la lutte et faire la lutte comme elle. Et ce sera tout pour Club Média 7 de cette semaine. Je le rappelle, j'ai reçu Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Alphonse Moïse Soudé, merci. Merci à vous aussi de nous faire confiance toutes les fois. Docteur Eugène Alosoupo, analyste politique aussi, merci à vous. Merci de me recevoir. Et enfin, Koshimo Rumbadi, journaliste politique, merci. Merci Linec. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission, Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. À très vite.